Dany Robert Dufour est philosophe et professeur de sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Ancien directeur du programme au Collège international de philosophie, ce qui, pour les non-initiés, signifie que c'est quelqu'un qui, en plus de son excellence académique, a le désir, le vœu de faire rayonner une recherche qui n'est pas uniquement une recherche académique. Voilà. Le Collège international de philosophie est une institution en marge de l'université qui développe des programmes de type universitaire de manière transversale et à destination de la société civile et des problèmes qu'elle rencontre. C'est aussi pour ça qu'on le trouve ici et qu'il accepte donc de venir sur le terrain, disons, du grand public, d'un public plus large que le public des étudiants, dont on dit qu'il est captif, dont on le disait autrefois. Alors, Dany Robert Dufour, c'est quelqu'un d'abord qui assume l'héritage structuraliste et post-structuraliste. Son premier ouvrage, de 1988, s'intitulait « Le bégaiement des maîtres, Lacan, Émile Benveniste, Lévi-Strauss ». Donc il se situe résolument dans une phase, disons, post-structuraliste. Cette attitude lui permet d'analyser la situation contemporaine, ce qu'il envisage du point de vue de la question du désir, de la question philosophique du désir. D'une certaine manière, Dany Robert Dufour retrouve ici, selon des modalités qui lui sont propres, un geste très ancien, car il se confond avec l'origine même de la philosophie, très précisément dans l'œuvre de Platon, puisque, vous le savez sans doute, la République, la naissance de la philosophie politique, consiste la République de Platon, en un diagnostic porté par le philosophe grec sur la maladie de l'homme, et elle réside, cette maladie, dans la constitution de son désir. Donc lorsque, hier, en 3 secondes, j'ai testé mon auteur en lui disant « Mais vous êtes platonicien ?» Il m'a répondu « Oui ». Je m'autorise de cette... En fait, il n'est pas exactement platonicien, il vous l'expliquera. En tout cas, Dany Robert Dufour a écrit à cet égard, disons, dans la perspective d'un diagnostic sur là où les maladies du désir contemporain ou de l'homme contemporain, des ouvrages au titre percutant, comme celui de 2007, Le Divin Marché, voilà, Le Divin Marché, celui de 2009, La Cité perverse, voilà, donc des titres qui sont engageants, extrêmement engageants. Et cette analyse le conduit à la critique, de manière très aiguë, des nouvelles formes de domination. Dany Robert Dufour, et je dois ici mentionner un autre auteur, qui est Étienne de la Boétie, ce livre a une critique de la servitude volontaire de nos contemporains. Critique de la servitude volontaire, et on le voit par exemple avec ce titre de 2003, L'art de réduire les têtes, sur la nouvelle servitude de l'homme libéré à l'ère du capitalisme total. Voilà, sur la nouvelle servitude de l'homme libéré à l'ère du capitalisme total. Alors, cette analyse critique le conduit à chercher à déceler les causes profondes du caractère dégradé de nos modes de vie actuels. La crise de 2008-2009 a été l'occasion pour Dany Robert Dufour d'un approfondissement de ses thèses sur la crise sur le régime du capitalisme. Capitalisme qui se situe, selon lui, dans une perspective qui est celle de Nietzsche, celle de la mort de Dieu. Et le nietzschéisme, finalement, il y a beaucoup de traits nietzschéens, je trouve, j'ai parlé de Platon, de la Boétie, voici Nietzsche maintenant, qui apparaissent dans le parcours de notre auteur. Vous voyez par exemple cet ouvrage de 2005, là encore au titre vraiment très, très, très engageant, « On achève bien les hommes », de quelques conséquences actuelles et futures sur la mort de Dieu. La question de la mort de Dieu, évidemment, un thème qu'on trouve chez Nietzsche dans Le Gai Savoir et Ainsi parlait Zarathustra. Autre titre, L'individu qui vient après le libéralisme, 2011, et dernier ouvrage paru, celui qui a été nominé pour le prix du jury, Il était une fois le dernier homme, cette notion de dernier homme évoquant elle-même Zarathustra, qui se donne comme quelque chose qui annonce un homme futur et qui est lui-même un dernier homme. Dany Robert Dufour, vous l'aurez compris, prend au sérieux cette hypothèse étrange, à certains égards évidemment paradoxale, qui consiste à rapprocher libéralisme et totalitarisme. Ce paradoxe est donc celui d'une domination totale qui s'effectue dans les cadres, mystérieusement, de la doctrine qui prône ou prônait cependant la libération de l'individu. Voilà, je vous passe la parole à présent.
Bonjour à tous. Merci beaucoup Thierry Vénissier pour cette superbe introduction. Je crois que j'ai plus rien à dire après ce que vous avez annoncé. Merci aussi pour m'avoir proposé, même au pied levé, de prononcer cette conférence. J'en profite pour adresser mes vœux de rétablissement à Ivaïlous. Merci à l'équipe chaleureuse de ces rencontres philosophiques du Riage. Et surtout, merci à vous, parce que se lever aux aurores un dimanche matin pour philosopher, c'est un acte qui nous encourage véritablement à persévérer dans ce que nous essayons de faire. Alors, je devais prononcer quelques mots au cours de la table ronde qui suit sur plaisir et société de consommation. Et donc, j'ai pris le parti de reprendre mon propos en le développant considérablement pour l'amener donc aux dimensions de cette conférence. Donc, il sera question des plaisirs et de la société de consommation. Voilà. Alors, nous vivons dans une société de consommation où le plaisir, les plaisirs, sont constamment exaltés. Exaltés, par exemple, par les récits publicitaires qui imprègnent la culture contemporaine. Ça n'a évidemment pas toujours été comme cela. Pensez, par exemple, à l'époque de la première révolution industrielle, où il y avait beaucoup de production et très peu de consommation, puisqu'il s'agissait simplement de fournir de quoi reproduire la force de travail. Hein. Et la consommation était donc très très limitée. Donc il était une époque, en effet, où l'accent était mis non sur l'exaltation des appétences, mais plutôt sur leur répression, la répression de toutes les appétences. C'est ce qui a été pris en charge par un certain nombre de grands récits, par exemple les récits monothéistes, le patriarcat, etc. Il y a donc eu un retournement, et pour ma part, je situe le point de bascule d'un système à l'autre aux alentours de 1929. 1929, donc, année de la grande crise, année inaugurale de la grande crise, puisque d'autres crises vont venir après, dont celle que nous connaissons maintenant. Je crois que nous sommes d'emblée ici dans une question philosophique majeure, puisque cette exaltation des appétences qui caractérise notre culture contemporaine contrevient pour une bonne part au programme philosophique tel qu'il existe depuis l'Antiquité, notamment depuis effectivement Platon dans la République, qui a toujours consisté à savoir ou à vouloir non pas réprimer, mais contrôler et maîtriser ses passions et ses pulsions. Aujourd'hui, nous serions plutôt dans l'exaltation des passions et des pulsions. 1929, donc, comme année de bascule. Et je vais essayer de vous montrer qu'en 1929, on invente à la fois la crise et la façon de sortir de la crise. Beaucoup, notamment des marxistes, pensaient que le capitalisme mourrait un jour de sa belle mort à l'occasion d'une de ces crises cycliques. Et 1929 aurait dû être la bonne date, puisque cette crise était immense. Je ne vais pas vous faire une leçon sur la crise de 1929, je vais me contenter de rappeler ce qu'en dit un de ses plus fameux analystes, John Kenneth Galbraith, dans La crise économique de 1929, livre qui date de 1955. Il met l'accent, je le dis en quelques mots simplement, il met l'accent sur l'excès de vente à crédit qui ont créé des bulles spéculatives immanquablement appelées à se dégonfler un jour. Je renvoie par exemple à son analyse de la spéculation sur les terrains de Floride dans les années 20, qui n'est pas sans évoquer ce qui est arrivé avec les fameuses subprimes qui ont servi à acheter et à vendre des appartements à des gens qui n'avaient pas de quoi les rembourser. Événement donc, crise des subprimes, tenue pour déclencheur de la crise de 2008. Donc on pourrait dire que les mêmes causes produisent à peu près les mêmes effets. Les causes, c'est quoi? C'est les banques ont beaucoup prêté, y compris de l'argent qu'elles n'avaient pas,
Les gens ont beaucoup emprunté et un jour, il s'avère qu'ils ne peuvent plus rembourser. Les banques s'effondrent. Le nerf de la guerre, l'argent, manque pour soutenir toutes les activités dans l'industrie. Les usines ferment. Ce qui continue d'être produit ne se vend plus. Nous entrons dans une crise de surproduction avec, à l'horizon, toute une série de funestes effets économiques, sociaux, financiers, politiques aussi, non seulement aux États-Unis, mais également dans le monde, notamment en Europe et évidemment, vous le savez, en Allemagne. Or, c'est justement en 1929, quelques mois avant le jeudi noir du 24 octobre, que survient un épisode qui permettra à terme d'envisager une sorte de sortie de crise, sortie qui va se prolonger jusqu'à notre époque. Cet épisode peut, au premier abord, sembler anecdotique, et il s'avérera, comme j'espère vous allez le voir, tout à fait décisif. Cet événement a lieu le 31 mai 1929. Il consiste en quoi? Eh bien, il consiste en un défilé de jeunes femmes, mannequins, sur la prestigieuse 5e avenue lors de la New York City Easter Parade, c'est-à-dire le défilé de Pâques. La presse est avertie que les belles jeunes femmes allumeraient ce qu'on appelle alors des Torches of Freedom, des flammes de la liberté. Elles allaient donc figurer des statues de la liberté, ce qui, à New York, n'est pas anodin. Et de fait, ce jour-là, devant la foule de photographes et au signal convenu, elles allument leur flambeau de la liberté, des cigarettes. Le lendemain, on parle de cet événement partout à travers les États-Unis et dans le monde entier. Refaisons la genèse de cet événement. Le métier de marchand de cigarettes, c'est de vendre des cigarettes, n'est-ce pas? Or, les marchands de cigarettes se trouvent en quelque sorte en situation de surproduction, puisqu'à cette époque, une moitié de l'humanité ne fume pas, les femmes. Il est en effet certain, à cette époque, que fumer en public expose une femme à l'opprobre général. Ça, c'est ce qui se dit du côté de la culture puritaine de l'époque aux États-Unis. De l'autre côté, il est regrettable, quand on est fabricant de cigarettes, que la moitié de l'humanité, les femmes, n'aient pas vraiment le droit de fumer en public. Cela fait perdre beaucoup d'argent. Le commerce pourrait donc être 2 fois plus immense si l'autre moitié de l'humanité y était admise. Et pour ce faire, il faut donc en finir avec l'idée que celles qui fument en public sont des dévergondées. Il faut par conséquent leur permettre, voire même leur enjoindre, c'est une sorte de commandement, c'est une injonction, de faire ce que font les hommes, en l'occurrence fumer. Il n'est pas bon, en effet, pour l'économie générale et la richesse de la nation américaine que les femmes ne fument pas alors qu'il y a beaucoup de capacités de production de cigarettes. Elles doivent accéder à ce, entre guillemets, plaisir. C'est fort de ces considérations qu'un dénommé George Washington Hill, qui est président de l'American Tobacco Company, qui est propriétaire des marques qui existent toujours, Lucky Strike, Pall Mall, etc., décide en 1929 de conquérir ce nouveau marché considérable, l'accès au plaisir, entre guillemets, de fumer pour les femmes. Et Hill embauche un dénommé Edward Bernays. Bernays, c'est un spécialiste de ce que les Américains appellent depuis lors le spin. Spin, c'est-à-dire la manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion, des sentiments, des désirs, des affects et des autres éléments de la doxa. Il se trouve que Bernays est le double neveu de Freud, émigré aux États-Unis. Le double neveu, ce qui n'est pas anodin. Et évidemment, Bernays voudrait consulter son oncle, Sigmund Freud, mais celui-ci étant trop loin et probablement occupé de toute autre affaire, il se résout à aller voir un des disciples de ce dernier, le psychanalyste
Abraham Arden Brill, un des premiers à exercer cette étrange profession aux États-Unis, fondateur de la New York Psychoanalytic Society. Et Brill, écoutez bien, explique alors à Bernays que la cigarette est un symbole phallique représentant le pouvoir sexuel du mâle. S'il était possible de lier la cigarette à une forme de contestation de ce pouvoir, alors les femmes, en possession de leur propre pénis, fumeraient. C'est donc ainsi que le 31 mars, pour revenir à cette date 1929, Bernays envoie défiler son groupe de jeunes mannequins sur la 5e avenue, lors du fameux et annuel défilé de Pâques, en ayant donc au préalable averti la presse que les femmes, des belles femmes, allumeraient ces torches of freedom et accéderaient ainsi à des plaisirs autrefois interdits. Devant la foule des photographes et au signal de Bernays, elles allument donc leur flambeau de la liberté, ces cigarettes. Donc, événement considérable dont on parle partout ensuite jusqu'aux confins du monde. C'est-à-dire que l'association illusoire, bien sûr, de la cigarette avec l'émancipation de la femme est un énorme succès et les femmes se mettent à fumer, d'autant plus volontiers qu'elles croient avoir conquis leur liberté en dérobant aux hommes le petit phallus portatif qui était leur marque exclusive. Voici donc les femmes libérées. Vous voyez que je suis féministe dans mon propos, donc bon. Voici donc les femmes libérées. Beaucoup d'ailleurs y ont cru, et certaines y croient encore. Certes, elles se trouvent du même coup addictées au tabac, c'est-à-dire à une drogue, mais c'est là le prix de la dite libération et de l'accès à ces plaisirs nouveaux. Libération que je note évidemment entre guillemets, puisqu'il s'agit évidemment d'une libération illusoire. Ce qui est remarquable, c'est que c'est constamment ce coup qui sera joué et rejoué. Libérez-vous, accédez au plaisir, sachant que le prix caché à payer, c'est une nouvelle aliénation, en l'occurrence ici, l'addiction au tabac. Il faut savoir que cet événement culturel, qui a eu valeur de symptôme, a eu lieu quelques jours après le 4 mars 1929, jour de l'investiture de Herbert Hoover, candidat du Parti républicain, en tant que 31e président des États-Unis d'Amérique. Nous étions donc encore sous les effets de la présidence précédente, celle du républicain ultralibéral Calvin Coolidge, qui n'était pas un président de passage, puisque son pouvoir s'est exercé durant 2 mandats à partir de 1923. Coolidge est celui qui a signé la loi diminuant drastiquement les impôts sur le revenu et les droits de douane, dans l'objectif proclamé de restreindre la taille et l'influence du gouvernement fédéral au nom de la doctrine du laisser-faire prônant la libre concurrence. Son mot d'ordre en dit long sur ses intentions ultralibérales: moins d'État dans les affaires et plus d'affaires dans les États. Ce qui devrait vous rappeler quelque chose à partir du discours qu'on s'est mis à réentendre à partir de 1980 et qui a lui aussi amené à une crise. Je veux dire que 1929 est la conséquence de la politique ultralibérale menée dans les années 20 avec ses folies, ses fastes, dont vous pouvez avoir une illustration dans le roman de Fitzgerald, Great Gatsby, Gatsby le Magnifique, dont a été tiré un bon film récemment. Alors, pour la petite histoire, on peut ajouter que le portrait de ce président, Calvin Coolidge, fut retiré de la Maison Blanche en raison de sa responsabilité directe dans la Grande Dépression de 1929-1930 et des années suivantes. Il faut aussi savoir que ce portrait est revenu à la Maison-Blanche, donc à partir de 1980, sous Reagan, pour qui Coolidge servait tout simplement de modèle. Alors, il est apparu
donc, après 1929, qu'il n'y avait qu'une solution pour sortir le capitalisme de la crise de surproduction qui risquait de l'emporter. Satisfaire et non plus réprimer certaines passions. En d'autres termes, j'avance que le capitalisme n'a su surmonter la grande crise de 1929 qu'en démocratisant la jouissance, qu'en devenant un petit peu sadien sur les bords, dans un contexte assez puritain, compte tenu donc de ce contexte puritain plutôt crypto-sadien. Je vais vous expliquer pourquoi. Bref, je veux dire que quand les belles jeunes femmes de la 5e avenue pompent leurs Torches of Freedom, bien sûr, j'espère que Magritte me pardonnera, bien sûr, dans l'imaginaire, ceci n'est pas une pipe, mais ça y ressemble fort. Je pense donc qu'il faudrait faire du 31 mars 1929 la date de naissance d'une nouvelle ère, une ère perverse puritaine dans laquelle nous vivons depuis 3 ou 4 générations. Car depuis lors, chacun de nous est considéré avant tout comme un consommateur potentiel, c'est-à-dire comme un candidat à la libération d'une passion ou à la satisfaction d'une pulsion. À partir de là, il s'est agi de faire pour toutes les classes et les sous-classes, pour tous les groupes et les sous-groupes, pour tous les sexes et les sous-sexes, l'équivalent de ce qui a été fait pour les femmes en vue de les libérer définitivement du joug masculin. Il faut faire la même chose. Il faut trouver l'équivalent. Il faut que tout le monde fume ou l'équivalent. Il s'agit en somme de jouer du désir de chacun dans sa valeur brute, la pulsion, pour lui apporter quoi? Pour lui apporter l'objet manufacturé, supposé, assuré, sa satisfaction, la satisfaction, l'accès au plaisir ou sa libération. Alors, il est bien évident que si Marx avait su cela, il aurait compris qu'il était peu probable que le capitalisme meure de surproduction comme il avait voulu le croire. Il aurait compris que la crise de surproduction provoquée par l'avidité des années 20, l'avidité ultralibérale des années 20, l'avidité des capitalistes de cette époque qui ne veulent jamais partager leur jouissance, même s'ils ne peuvent pas tout consommer, cela allait être l'occasion d'un redéploiement et d'une redéfinition du capitalisme. Un aggiornamento tel que le capitalisme serait simplement contraint, le capitaliste serait simplement contraint d'abandonner un peu de la jouissance qu'il avait confisquée. Bref, si Marx avait su cela, il aurait sans doute compris que le capitalisme disposait d'une fantastique réserve, la démocratisation de l'objet de la jouissance comme gage supposé de l'accès au plaisir. Et c'est exactement ceci qui est arrivé après la crise de 1929 et qui a permis d'en sortir. Une partie de la jouissance confisquée aux producteurs a été progressivement rétrocédée aux consommateurs. Et cela a évidemment tout changé, puisque alors, en échange d'un relâchement dans la prolétarisation du producteur, on a procédé en quelque sorte à une prolétarisation du consommateur, ce qui fut obtenu donc par la fourniture généralisée d'objets libidinalement formatés. Ce qui fut là tout le travail, des industries qu'on appelle depuis Adorno les industries culturelles, chargées d'exploiter industriellement la libido des consommateurs en leur fournissant des objets d'identification et de réalisation fantasmatiques multiples en vue d'un accès supposé au plaisir. La démocratisation de la jouissance a donc été conçue dans le cadre du capitalisme comme prolétarisation du consommateur.
prolétarisation parce que c'est bien formaté en fonction des objets que l'on a à vendre. Même, c'est non seulement formaté, mais ça peut être addictif, ça peut être aliénant. Nous sommes ainsi passés, comme le montre parfaitement un analyste critique éminent de la culture américaine de cette époque, c'est Christopher Lasch, dans La culture du narcissisme. Nous sommes passés d'un capitalisme essentiellement de production à un capitalisme faisant la part belle à la consommation. Bref, nous sommes passés d'un capitalisme répressif à un capitalisme incitateur libidinal. Peu importe que cela détruise des individus en multipliant les processus d'addiction et d'aliénation, peu importe que cela détruise la planète en fournissant à toujours plus de monde, toujours plus d'objets de consommation, épuisant ainsi les matières premières et polluant le monde, puisque c'est pour la jouissance des égaux. J'ai évoqué Bernays et ces jolis dévergondés exhibant et pompant leur objet. Mais il me faut aussi parler d'un personnage culturel qui fut inventé dès le début de la crise de 1929, précisément inventé en 1929, ce qui est quand même symptomatique. Il s'agit de la pin-up. Vous voyez que parler de philosophie mène à tout, y compris à considérer ce qu'est une pin-up dans son être. Donc la pin-up, créée par les dessinateurs américains en 1929, George Petty et Alfredo Vargas. Vous ne vous étonnerez pas, après ce que je viens de dire, que l'un des premiers jobs offerts à cette pin-up fut de vendre des cigarettes. Je voudrais par exemple vous présenter, voilà, une pin-up vendant des cigarettes. Eh bien, ce personnage de la pin-up n'a pas, à l'évidence, été inventé par hasard au moment de la grande crise de 1929. Il est au contraire un élément essentiel à la compréhension d'une époque. En d'autres termes, pour comprendre quelque chose à ce nouveau capitalisme que j'ai appelé le capitalisme libidinal qui se mettait en place et dans lequel nous vivons depuis 3 ou 4 générations, il faut regarder, voir, contempler une pin-up, ce à quoi je vous invite, dans une de ces nombreuses situations pornosoft où ce personnage s'est trouvé alors jeté pornosoft dans un climat qui reste puritain. Le calendrier, plus tard fait dans les années 40, à cette époque, par George Petty, pour les outils rigid, reste après-guerre, à cet égard, éloquent. Nous nous trouvons dans un espace pornographique, certes soft, mais cependant très osé pour l'époque, où s'accouplent des machines et outils industriels de marque rigid. Ça ne s'invente pas, hein, quand même. Et c'est bien placé, en plus. C'est pas n'importe où. Donc, où s'accouplent des machines et outils industriels avec le corps féminin devenu corps jouissant, corps productif et jouissant, et corps consommant. Mais c'est pas n'importe quelle jouissance, c'est une jouissance répétée ad libitum, encore et encore. Dans ces différents tableaux, ceux que vous venez de voir, on peut voir en quelque sorte le point d'articulation, j'oserais dire le point G en quelque sorte, de la série machines et outils industriels, corps humain, moyennant un système complexe de pompes aspirantes et refoulantes, de manettes qu'on branle, basculent et redressent dans différentes positions, de tubes qui s'enfilent dans des orifices et de burettes qui lâchent de précieuses gouttes de lubrifiant.
Et on obtient alors des tableaux joliment pervers où l'on peut voir de superbes jeunes filles, joliment montées, si je puis dire, y compris par des pinces à molettes ou des machines à limer. Le pénis, voire même le phallus, elles l'ont en même temps qu'elles le sont. Et c'est là tout ce qu'adore le pervers, qui dénie la différence sexuelle en mettant à la place de ce qui manque, entre guillemets, à la femme, ce qu'on appelle le fétiche, représenté en l'occurrence par l'engin de l'ouvrier. L'engin au sens évidemment grivois que peut avoir par métaphore le terme d'engin. Alors, si cette analyse a quelque pertinence, il convient d'en tirer les conséquences. Il faut, séance tenante, constituer la PINUP comme objet philosophique de première importance, ce que je n'hésite pas à faire, dans la mesure où c'est ce personnage culturel devenu mythique, devenu central dans la culture contemporaine, qui a véritablement sauvé le capitalisme de la crise de 1929 et par là changé le cours du monde. C'est la raison pour laquelle il manque, à mon avis, un chapitre essentiel au fameux livre de Roland Barthes, écrit en 1957, Mythologie, où il visite les objets mythologiques de cette époque. Et c'est un chapitre qui serait consacré à la pin-up. Si ce chapitre reste à écrire, c'est pour le rôle qu'a joué ce personnage culturel dans le sauvetage du capitalisme. Ce qui était loin, évidemment, d'imaginer le cher Marx, qu'une pin-up allait sauver le capitalisme. Celui-ci, en effet, aurait dû, le capitalisme, mourir, victime d'une crise majeure de surproduction, comme Marx l'avait donc annoncé. Mais la pin-up arriva et relança progressivement la machine en se montrant capable d'érotiser à outrance n'importe quel objet manufacturé que les consommateurs n'eurent plus qu'à acheter en masse, moyennant le formatage et l'exploitation industrielle de leur énergie libidinale. Le marché est ainsi devenu, depuis lors, peu ou prou pornographe. Il y avait une pin-up affriolante derrière ou devant chaque objet. Alors, les militants endurcis, s'il en reste, trouveront probablement que cela n'est pas facile à admettre, mais il va bien falloir qu'ils l'entendent. C'est la pin-up avec sa cervelle de moineau qui a sauvé le capitalisme. Et donc qui a fini par remporter la partie contre Marx et contre toutes les grandes têtes pensantes qui avaient condamné ce système à une mort irrémédiable. Ce personnage était donc appelé à connaître un destin hors du commun. C'est pourquoi je me suis donc permis de faire de la pin-up ce personnage philosophique, d'autant plus que l'invention est ensuite passée au cinéma, avec celle, par exemple, entre toutes, qui deviendra la plus célèbre des pin-up, Marilyn Monroe. Elle et toutes ses sœurs étaient constamment mobilisées pour proposer des plaisirs, c'est-à-dire pour vendre tout et rien, des cigarettes, des outils, du parfum, des châteaux en Espagne, des pavillons de banlieue, des voitures, des tracteurs, des poids lourds, des voyages, des manteaux de fourrure, des dessous affriolants, du whisky, du rêve, c'est-à-dire tout et rien. La pin-up, c'est l'héroïne de cette culture porno-soft, mais virant de temps à autre parfois au hard, qui s'est mise alors en place pour faire le joint entre deux grandes économies qui caractérisent l'humanité, l'économie libidinale et l'économie marchande. Dans la discussion tout à l'heure, si on a un peu de temps, je pourrais aussi exposer que cela a eu beaucoup de conséquences sur les autres grandes économies humaines, l'économie politique, l'économie psychique et l'économie sémiotique. La pin-up qui permet, comme je l'ai dit, de vendre un objet quelconque, plus ou moins grossièrement érotisé, s'adresse aux deux sexes. L'objet dont l'homme est invité à s'emparer est le tenant-lieu métonymique de la pin-up,
c'est-à-dire de la femme sexuellement parfaite, et l'objet présenté par la pin-up et acheté par la femme permettra à cette femme de devenir pin-up par procuration, c'est-à-dire sexuellement désirable. La charge sexuelle est donc extrême dans les deux cas. Quelques points peut-être pour finir, avant des éléments de discussion. Premièrement, il fallait absolument faire repartir l'économie américaine. Ce qui fut obtenu non pas tant par la relance des industries de base, déjà étouffées par la surproduction, que par une mobilisation de la consommation. Il existait donc une réserve d'achat dans les populations qui pouvait être mobilisée, qui ne pouvait être mobilisée qu'en mettant l'accent sur toutes les formes de la satisfaction pulsionnelle. Et avec la promesse, donc, de l'accès à de nouveaux plaisirs. Et c'est bien sûr là où le rêve américain s'est construit, le rêve américain qui a essaimé ensuite partout dans le monde, qui continue d'essaimer sous le nom de mondialisation, s'est construit en prenant une ampleur de plus en plus forte au fil du temps, en promettant donc la satisfaction pulsionnelle. Il a fallu plusieurs années pour que ce régime se mette véritablement en place. Ça a été long, avec beaucoup de tâtonnements. Et donc, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les grandes inventions culturelles datent de ces années 1929, où il y a la crise, donc, en même temps que les éléments de sortie de crise par donc construction de ce capitalisme libidinal. Les expérimentations seront ensuite directement prises en main par un État reconstruit par Roosevelt, le fameux New Deal. Ça remonte aux années 30. Et la mise en place, à grande échelle, a eu véritablement lieu après la guerre, dans l'immédiate après-guerre. Cette amplification correspond au déploiement de plus en plus considérable de celui dont j'ai parlé tout à l'heure, l'inventeur du défilé, Bernays. Pas étonnant dans ces conditions que le magazine Life, en effet, l'un des 100 Américains les plus importants du XXe siècle. Donc, c'est pas rien. Et c'est su, mais peu analysé. Mais ce sont sur les enfants de cette génération que les effets ont été maximaux. Il en a résulté dans les années 50-60 une sorte, pour reprendre un terme de Gramsci, on pourrait appeler de crise de libertinisme, emportant le puritanisme subsistant des années antérieures. Le signe le plus probant est que cette génération a su inventer le rock'n'roll afin de donner le coup de rein fatal, le déhanchement érotique pelvien décisif contre les attitudes straight attribuées aux inhibitions sexuelles résultant du patriarcat et de l'hétérosexualité. Ce n'est donc que justice que, dès ses premières apparitions, Elvis Presley ait été surnommé Pelvis. Si l'avènement du rock atteste d'une certitude, c'est que les remèdes à la crise de 1929, la crise ouverte 20 ans plus tôt, ont porté leurs fruits. La révolution culturelle libérale nécessaire au redémarrage du capitalisme aura donc réussi non seulement à relancer l'économie, mais aussi à redéfinir complètement l'être soi et l'être ensemble. Le rock est en effet pensable comme la résistance culturelle d'une époque où surgissent tout à la fois plusieurs éléments que je vais énumérer. Le pavillon de banlieue, c'est un dénommé William Levitt qui se met dans les années 50 à construire partout ces Levitt Towns, faits de pavillons accessibles au plus grand nombre. Invention en même temps de la grande surface. En 1953, un certain Eugène Verkauf achète une parcelle de terrain à pommes de terre à côté de New York
et reçoit la vision d'un centre pour tout acheter au même endroit, le shopping center où vous allez désormais vous faire plaisir, semble-t-il. Troisième invention, le fast-food. Les deux frères, Dick et McDonald, inventent le fast-food à base de hamburgers à San Bernardino en 1940. Quatrième ou cinquième élément, je ne sais plus. La généralisation de l'automobile grâce à Ford et au Fordisme. Il faut que chaque ouvrier qui produise une Ford T puisse acheter une Ford T. Ils ne produisent plus pour d'autres, ils produisent pour pouvoir s'acheter eux-mêmes une Ford et accéder au plaisir supposé de l'automobile. Invention à la même époque, dans cette même époque d'après-guerre, de la pilule contraceptive, qui a changé évidemment des éléments importants dans la sexualité. Inventée donc par Gregory Pincus en 1955. Autre invention, la prise du pouvoir total du matin au soir par la télévision. 3, 4 heures, disons, on peut dire qu'on regarde la télévision par jour, souvent, en moyenne, et où cette activité apparaît souvent comme obsessive, comme obnubilatrice, comme une sorte d'addiction, en quelque sorte. Si vous retirez la télévision à certaines personnes, ils meurent, quoi. Ils tombent malades. Enfin, last but not least, la presse libérée, entre guillemets. Premièrement, le magazine Playboy, créé en 1953 à Chicago par Hugh Hefner, dont le tirage atteindra bientôt plusieurs millions d'exemplaires, présente des photos de pin-up et de femmes nues. La première d'entre elles, exposée, étant celle de Marilyn Monroe, et ceci agrémenté d'articles de grands auteurs contemporains comme Ian Fleming ou Vladimir Nabokov. Deuxièmement, dans cette exploration des zones de la sexualité par le magazine Playboy, les fameux rapports Kinsey, vendus à près d'1 million d'exemplaires, qui brisent les interdits puritains en révélant au grand public la réalité du comportement sexuel humain dans 2 livres. Sexual Behavior in the Human Male, paru en 1948, et, je le dis en français, Comportement sexuel dans l'humain femme, paru en 1953, ce qui ouvre un immense débat sur des sujets jusqu'alors complètement tabous. Au milieu de tout ça, donc, la culture rock. La culture rock se reconnaîtra dans le personnage de Johnny, chef d'une bande de motards, joué par Marlon Brando dans L'équipé sauvage, film de Laszlo Benedek, tourné en 1953, et qui deviendra donc le premier héros sans foi ni loi, en quelque sorte. Un rebelle sans cause, qui veut tout et rien, mais qui désire tout. Ce sera aussi l'époque où naissent les bandes de jeunes qui aimeront à s'affirmer, elles aussi, sans foi ni loi. Leonard Bernstein aura dans West Side Story si bien saisi ce trait qu'il transportera dans 2 bandes de New York, les Jets américains et les Sharks portoricains, le Roméo et Juliette de Shakespeare. Je pense qu'on devrait, comme faire avec le rocker, comme avec la pin-up en philosophie, on devrait beaucoup plus réfléchir à la naissance de ce personnage dans la culture du XXe siècle. Pour 2 bonnes raisons. Il est le produit des révolutions de la culture, dans la culture entreprise à partir de 1929 et après 1929. Et deuxièmement, il est le lieu d'où s'origine une suite qui s'est déclinée en 2 temps. Le rocker, qui ne connaît que sa loi, avec bientôt un petit frère. Le hippie, qui ne connaît que son plaisir. Partagé donc entre la dissidence radicale, pacifisme, proto-écologiste, communisme utopique,
artisanat contre industrie, lutte contre la propriété et la consommation d'un côté, donc partagé entre ceux-ci, et l'appel à une jouissance généralisée, notamment à partir de la drogue, soit la plus chère et la plus addictive des marchandises. Et certains de leurs fils devinrent des hippies, qui ne connaissent que leurs intérêts. Et la révolution culturelle du capitalisme accouchera donc, finalement, de ces jeunes ambitieux cyniques, obsédés à partir des années 80 par l'argent et la réussite, soit ceux-là même, qui dirigent le monde depuis 1980, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir de Reagan et Thatcher, qui ont marqué, donc, dans la culture, l'apparition, donc, de cette tendance propre, donc, à la généralisation de la satisfaction pulsionnelle. Deuxième élément, cette culture de la satisfaction pulsionnelle ordinaire ne se propage pas par un grand récit, à l'instar des grands récits théologiques d'alors, comme dans les religions de l'écriture, ou comme dans le grand récit politique, comme par exemple dans le grand récit fasciste du peuple supérieur, ou dans le grand récit politico-marxiste de rachat supposé par le prolétariat. Cette culture de la satisfaction pulsionnelle fonctionne essentiellement par la propagande incessante, grâce aux nouvelles industries culturelles, de petits récits. C'est plus un grand récit, c'est des petits récits édifiants, de moins en moins niais et de plus en plus élaborés, qui fonctionnent dans les vignettes publicitaires et qui envahissent alors l'espace public. Petits récits parce que c'est des récits accordés à la jouissance de l'ego. C'est pas un horizon pour nous tous plus tard. C'est vous allez chacun jouir, chacun. Il suffit que vous le vouliez. Que vous soyez un peu moins névrosé, un peu plus désinhibé, et là vous accéderez à la jouissance promise. Tous ces petits récits promettent donc la réalisation pulsionnelle dans tous les domaines et entretiennent le rêve typiquement américain du self-made man, qui ne doit sa puissance qu'à lui-même et qui se colporte, dans tout l'espace démocratique. Ces petits récits incessamment diffusés dès le plus jeune âge des individus sont relayés par un récit politique à minima, celui de la démocratie, réduite à un espace ouvert à l'affirmation des égoïsmes multiples qui le traversent. La combinaison de ces deux types de récits est connue sous le nom de démocratie de marché, c'est-à-dire ce dans quoi nous vivons maintenant. Cette forme sera particulièrement efficace lors des affrontements idéologiques avec les autres grands récits subsistants. Ceux-ci seront facilement disqualifiés comme étant des formes de propagande et d'endoctrinement qui empêchent la réalisation pleine et entière des égoïsmes. Ça a été ça, le coup constamment joué et rejoué pendant la guerre froide. Troisième élément, je terminerai là-dessus. Cette culture est corrélée à la montée en puissance du discours psychanalytique américain. Je dis bien américain. Et je dédouane Freud de cette dérive. Je dédouane Freud parce que tout simplement Freud avait été appelé aux États-Unis comme consultant d'entreprise et on lui avait offert des ponts d'or. Il devait aussi réaliser des scénarios pour Hollywood. Il n'a jamais consenti. Et c'est donc sous l'influence de la psychanalyse américaine, celle de l'égo-psychanalyse, comme satisfaction de l'ego, que tout ça s'est construit. Donc, montée en puissance du discours psychanalytique américain, c'est manifeste dans le fait exemplaire que j'ai évoqué, Bernays, neveu de Freud, consultant le psychanalyste Brill pour se faire entendre dire que la cigarette est un symbole phallique, ce dont il tire immédiatement toutes les conséquences pour la construction de son petit récit publicitaire pervers, largement diffusé et aux grands effets. L'accent que la psychanalyse américaine met sur l'ego
et ses satisfactions pulsionnelles est évidemment liée à l'apparition de cette culture qui se diffuse d'autant mieux qu'elle entraîne des effets économiques fantastiques. Il y aurait donc une étude spéciale à faire sur le rôle de la psychanalyse américaine diffusant cette nouvelle culture dans le sauvetage du capitalisme. C'est un champ qui commence à être exploré. Si vous avez l'occasion, vous pouvez essayer de vous procurer, par des moyens que j'espère légaux, un film qui s'appelle The Century of the Self, de Adam Curtis, qui a gagné l'Award 2002 du documentaire. Et parce que ce film montre parfaitement l'utilisation décisive de la théorie des public relations de Bernays, donc, sachant que ce terme de public relations qui a été inventé par Bernays succède à un autre qu'il avait en premier lieu utilisé. Il a été utilisé, public relations, en raison de sa neutralité. Mais lui, Bernays a toujours reconnu que ce terme n'était qu'un euphémisme dont le véritable sens était manipulation des désirs en vue de leur exploitation industrielle. Son premier livre s'appelle Propaganda. Et il a été lu par Goebbels. Je terminerai en disant que la crise économique, la nouvelle, commencée en 2008, est loin donc d'être terminée, correspond à une mise en crise de ce modèle de capitalisme libidinal élaboré après 1929, qui mène donc à les problèmes considérables que j'ai évoqués tout à l'heure, avec la production massive d'objets qui exploitent toutes les ressources et qui épuisent donc les ressources du monde. On arrive donc en quelque sorte maintenant, avec cette crise de 2008 et ses conséquences, à une sorte de fin de cycle. Ce qui fait de notre époque une époque à la fois tragique, mais aussi passionnante, parce qu'il va bien falloir sortir de l'impasse et penser à inventer autre chose. Voilà, je vous remercie.